pourquoi on n'a rien eu pendant aussi longtemps? Certains pilotes qui n'ont pas voulu rejoindre Ferrari, Stewart ne l'a pas fait par exemple parce que faut savoir que Fangio n'était pas le premier pilote. D'Alberto Ascari à Kimi Raikkonen, en passant par Niki Lauda, John Surtees ou Jody Scheckter, la Scuderia Ferrari a élevé des légendes au rang de mythes dans le panthéon de la Formule 1 tout en contribuant à sa propre grandeur. Véritable institution du sport automobile, qu'est-ce que c'est pompeux, mais c'est une réalité. Ferrari s'est imposé comme une référence incontournable. Piloter et gagner pour Ferrari, c'est même une quête ultime, une fin en soi, et un défi qui encore aujourd'hui se dresse devant chaque champion du monde n'ayant pas encore accompli cet exploit. Et pour ce premier épisode des Chroniques du Blabla, nous allons retracer le parcours de ces champions qui ont relevé ce défi en explorant les récompenses ou au contraire les conséquences que l'histoire a retenues de leur passage chez Ferrari. Alors, pour aborder cela, on est naturellement dans un thème d'actualité qu'on vous laissera deviner par vous-même. Pourquoi Ferrari, on l'abordera plus tard. Mais pour commencer, je vais introduire Monsieur Masta qui m'accompagnera pour cet épisode. Monsieur Masta, rédacteur principalement historique chez France Racing. Je vais vous lancer une question simple et légère pour commencer. Pourquoi Ferrari, c'est aussi mythique? Bonjour tout le monde déjà premièrement. Et ensuite Mais t'as parce bien que répondu. Oh. mais parce que Ferrari est l'équipe la plus ancienne du championnat du monde, présente depuis entre guillemets les origines, mais quand on dit les origines, il faut préciser l'année et pas le Grand Prix, parce que c'est ça une des histoires préférées que j'aime de Ferrari, c'est que ils étaient là dès la première année, mais pas des premiers Grands Prix, parce qu'ils ont préféré une course de moins d'importance, mieux payée, en Belgique. Mais bon, le fait est que même déjà à l'époque, Ferrari, c'était un mythe, pas autant qu'aujourd'hui, mais c'était quand même un grand constructeur. Et d'office, quand on a commencé le championnat du monde de Formule 1, et ben, c'était une des équipes, enfin un des constructeurs, faut plus parler de constructeurs, qui pouvait être attendu avec des Alfa Romeo, des Maserati pour gagner des grands prix justement. Et je pense que c'est très certainement une des choses qui a contribué à tout cela. Et pour essayer de ramener un petit peu le sujet à quelque chose qui nous intéresse, parce que quand on parle de ces champions du monde qui se sont lancés dans l'aventure Ferrari, eh ben, il faut pas aller très très loin, puisque on a le premier champion du monde de Formule 1, Giuseppe Di Nino Farina, qui a rejoint Ferrari du coup en 1952. Ce qui était donc une histoire qui pourrait être magnifique. Le premier champion du monde de Formule 1 qui quitte Alfa Romeo pour rejoindre Ferrari. Bon, je pense que déjà on peut en débunker une petite partie de ce que je viens de dire, Masta. Le souci, c'est que on parle d'années glorieuses, sportives, romantiques, si on accepte le nombre de morts bien sûr, mais déjà à l'époque, il pouvait y avoir des premiers pilotes ou des enfants chéris dans les équipes, et il s'avère que chez Ferrari, Alberto Ascari était le petit préféré de l'équipe et de Enzo Ferrari. Et en plus d'être un peu plus jeune, là où Farina, comme tu l'as rappelé dans un épisode récent de tes vidéos, des champions oubliés, Farina était déjà en fin de carrière, il avait déjà la demi-quarantaine, et ses plus belles années ont été sacrifiées par la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, c'était plutôt un vétéran qui allait, malgré lui, servir de la soupe pour la prochaine génération, même si Alberto Ascari était à la demi-trentaine pour lui, enfin demi-quarantaine pour Farina et demi-trentaine pour Ascari, donc, mais jeune pour l'époque, pour le coup. Et il s'est avéré qu'au final, Farina non seulement n'avait plus ses plus belles années étaient derrière lui, mais en plus n'avait pas toutes les faveurs de Enzo comme Alberto pouvait l'avoir. Oui, parce que, bon, naturellement, Farina connaissait déjà un petit peu Ferrari. Il avait roulé avec eux dans l'après-guerre, notamment en 1948, où il a effectué quelques grands prix pour Ferrari, et je suis même plus certain s'il a déjà roulé avec eux dans l'avant-guerre. Mais ce qui est sûr, c'est que
il arrive chez Ferrari, mais comme tu l'as dit, non pas en tant que favori, mais en plus de ça, il se retrouve un petit peu sans maison à la fin de l'année 1951, puisque Alfa Romeo quitte la Formule 1 parce qu'on passe sur des réglementations Formule 2 qui désavantageraient trop Alfa Romeo, qui au final est à peu près les seuls à produire des voitures et des moteurs suffisamment performants pour gagner. Et donc ça casse un petit peu du romantisme qu'on pourrait trouver dans cette série, donc des champions qui ont tenté le pari Ferrari. Mais bon, le fait est qu'on a quand même un très grand pilote qui arrive chez Ferrari et bon, naturellement, on est sur la fin de sa carrière et le parcours ne se passe pas aussi bien que ce qu'on pourrait l'espérer si on n'a pas vraiment un recul historique, parce que 1952 et 53, ce sont des dominations, justement, pour employer le terme historique de Alberto Ascari. On en a un petit peu reparlé l'an dernier, puisque Verstappen a battu un des records d'Ascari, alors c'est celui de 52, Yep. hein. Le pourcentage de victoires sur une saison d'Ascari, qui on se disait ça ne sera jamais battu parce que le championnat 1952, on a 8 grands prix de mémoire. Ascari, il en gagne 6 sur 8, ne participant pas à l'un d'eux, abandonnant aux 500 miles en plus, ce qui est très regrettable. Mais il gagne les 6 manches restantes de la saison et du coup, ça fait un pourcentage de 6 sur 8 et on se disait, mais jamais personne ne pourra avoir un tel ratio. Et Verstappen l'a fait en 2023, du coup, il l'a battu. Donc ça aussi, c'était un petit record historique pour le rappeler. Mais effectivement, chez Ferrari, on commence la saison avec un doublé et c'est Piero Taruffi qui gagne devant Rudi Fischer. Fischer, ouais. La Et, seule victoire de Taruffi. Et la saison 53, c'est une domination également de Ascari, quoique un petit peu plus difficile, parce que derrière, on commençait à avoir les Maserati, notamment de Fangio, qui venaient taquiner. Et dans l'équipe Ferrari, on commence à accueillir en plus un autre petit jeune, qui est Mike Hawthorne, en 53. Donc clairement, Farina, il est plus le petit favori de l'équipe. En plus, symboliquement, Hawthorne gagne la première victoire non Ascari de la saison en gagnant en France dans un duel dantesque contre Fangio. La course du siècle, il disait à l'époque. La course du siècle. Et honnêtement, quand tu vois les images un petit peu qu'il y a, c'est incroyable, hein. Les deux, ils sont collés pendant je sais plus combien de temps, mais Fangio et Hawthorne étaient proches. On disait que Fangio arrivait à lire le compteur de tours de Hawthorne tellement qu'il était collé dans ses miches. Mais Farina, il arrive quand même à décrocher une victoire sur cette saison. Est-ce que tu te rappelles laquelle? Et ce sera d'ailleurs sa dernière victoire en Formule 1. C'est pas Francorchamps, il me semble, mais après que Ascari ait perdu une roue. T'as la bonne histoire, mais tu t'es trompé de circuit. C'en est un autre qui est très corsé, par contre. C'est un autre circuit de grand pilote, la Nordschleife. Ah, ok, d'accord. C'est une autre sacrée histoire. Mais dans tous les cas, effectivement, il a fallu que Ascari tombe, mais Farina a remporté ce Grand Prix. Alors, naturellement, hein, quand on gagne sur la Nordschleife, c'est pas par hasard, parce que c'était quand même considéré comme le circuit de pilote ultime, peut-être, à l'époque. Même Jackie Stewart, là j'y pense, disait que pour lui, gagner à Monaco, c'était moins signifiant que de gagner le Nürburgring, parce que c'était le challenge ultime pour les pilotes. Une citation que j'aime beaucoup, il disait que si vous n'avez pas eu peur sur Nordschleife, soit vous mentez, soit vous n'étiez pas assez rapide. Ouais, c'est très certainement ça. Mais en cherchant un peu, parce que je me suis entouré de quelques bouquins pour compléter la chose, et j'ai un livre sur les premières années Fangio écrit par Gérard Combach, le Fangio des journalistes de F1. Et il s'avère que durant le Grand Prix de Suisse, Ascari avait dû s'arrêter pour changer une bougie. Il avait plus d'une minute de retard sur Farina. Il a réussi à remonter parce que le stand a adressé à tous les pilotes Ferrari des panneaux pour ralentir, pour préserver la mécanique. Sauf à Ascari, bizarrement. Donc voilà, et du coup, Farina ralentissait parce qu'on se disait, c'est bon, on assure, non. Et puis finalement, Ascari l'a doublé. Et Combat disait, les commentaires de Farina à l'issue de cette course ne furent pas dénués d'intérêt. Alors, il n'a pas dit lesquels, il faudrait que je les trouve un jour, mais... Donc là, déjà, à l'époque, on avait des situations
Digne de ce qu'on a pu avoir plus tard avec Pironi Villeneuve en 82, sans l'issue dramatique, bien sûr. Bah, de toute façon, c'était pas un secret, hein, le père Enzo, il avait ses chouchous. Maintenant, tu me fais penser, effectivement, saison 53, alors, il se passe quelque chose de tragique au Grand Prix d'Argentine, Oui, puisque, je veux pas dire de bêtises, il percute des spectateurs pendant le Grand Prix, c'est lui, hein? un spectateur a traversé la piste parce qu'il y avait Et c'était un énormément de jeune, je monde. crois. Exactement, il a voulu l'éviter et il a foncé dans la foule et il a tué plusieurs personnes. Et il y a même une ambulance qui a pas su se dépêtrer de la situation et qui en Ah, a même percuté d'autres sur le chemin. oui, c'était, assez, catastrophique, la gestion du public à cette époque. Même, les autorités étaient dépassées. En plus, enfin, ce qu'il faut savoir, bon, là, on parle un peu d'autre chose, mais, il y avait la mania de Fangio, hein, qui était, Exact. qui a ramené beaucoup de monde. J'aime toujours le rappeler, Froilan González aussi, qui était aussi très populaire. Donc, Mhm. c'est un grand événement et Farina, du coup, bah, a été impliqué dans cette, tragédie. Et Farina, du coup, va arrêter la course automobile en 1955, en plus une année qui sera marquée, par le décès d'Ascari en début d'année. Alors, même si on sait que, on le présente, de manière un petit peu conflictuelle à travers, le marionnettiste Ferrari, ils étaient quand même très proches, Farina, Ascari. Je vais inclure, Taruffi et les autres pilotes italiens de cette époque, hein, qui, formaient vraiment un clan. Et ce qui est normal, hein, on est un peu dans l'après-guerre. C'est ça. On parle pas aussi, enfin, aujourd'hui, tout le monde parle anglais, mais à l'époque, naturellement, on se retrouve en italien, ne serait-ce que pour communiquer. Tout le monde ne parlait pas d'autres langues et les pilotes étaient naturellement beaucoup plus proches, donc j'ai compris que le décès d'Ascari l'avait beaucoup impacté. Il y avait, c'est vrai, plus de, alors je sais pas si c'est le terme, mais sectarisme, plus de séparation entre nationalités. Il y avait plus de préjugés aussi. Quand Stirling Moss avait signé pour Mercedes, c'était un drame Traître. pour l'Angleterre. Un traître. Ils ont même mis le drapeau anglais sur la Mercedes en signe de paix, entre guillemets. Et c'est vrai que chez Ferrari, on parlera un peu plus tard pour Fangio, mais tu avais un peu des clans entre les Italiens, les Anglais avec Anson Collins, etc. Ça c'est plus marqué à l'époque, mais c'est vrai que là c'était vraiment, comme tu dis, les séquelles de la guerre où les nationalismes étaient exacerbés pour le coup. Mais Farina aussi, qui était un risque tout, ça qui a il y a eu beaucoup d'accidents, mais il s'était blessé en 54 au 1000 milles, donc ce qui fait que du coup il n'avait pas pu faire toute la saison. Donc ça commençait, il commençait à comprendre qu'il allait devoir baisser pavillon. Donc j'imagine que la mort d'Ascari était un peu le coup de trop. Et on conclut donc l'année 55, ben, avec ce départ. On est sur un champion qui n'a pas réussi à devenir sacré avec Ferrari, dans un contexte qu'on a expliqué, qu'on comprend. C'était un petit peu la fin pour lui de manière générale et on comprend que dans tous les cas, Ascari, Hawthorne, cette génération allait de toute manière commencer à rapidement le taquiner. Et Mhm. symboliquement, le prochain champion du monde, qui est venu tenter l'aventure chez Ferrari, c'est un certain Jean-Manuel F, second champion du monde de l'histoire de la Formule 1 et grand rival de Farina, du coup, chez Alfa Romeo. Alors, Mhm. je vais me permettre, de faire un petit peu de méta, parce que j'ai quand même envie d'aborder, le sujet méta de cette thématique d'aujourd'hui, à savoir de faire le lien avec l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Est-ce que tu serais d'accord pour te mettre à dos beaucoup de monde et risquer de te faire pendre sur la place publique avec moi, en osant comparer l'arrivée de Hamilton chez Ferrari à celle de Fangio en 56? Je sais pas si j'irais jusque-là parce que je fais toujours gaffe au contexte pour le coup. Le fait est que Hamilton a été pendant 10 ans avec Mercedes, pendant toute sa carrière avec un moteur Mercedes, et que du coup, en plus d'avoir une longue carrière, du coup, cette association paraissait impossible pour le coup, ou improbable. C'est pas une que j'envisageais personnellement. Là où Fangio, qui a davantage sauté d'écurie en écurie,
pas toujours sont faites. Alpha puis Mercedes se sont retirés. Donc, j'irai pas jusque-là en termes d'impact, pour le coup. Mais, mais c'est vrai que d'un point de vue, comment dire ça, réputation, avec le recul, tu as le plus grand pilote de sa génération qui rejoint Ferrari, tout comme le plus grand pilote de sa génération, même si on commence à passer à la génération Verstappen. Donc peut-être la génération d'un petit peu avant. Allez savoir, c'est là que je risque de me faire prendre par certains. Mais, On sera deux. voilà, mais donc en termes de recul, en termes de période, oui, on peut y penser. Je l'ai lancé comme ça, effectivement, sans plus de contexte, mais effectivement, moi, je pense surtout sur l'ampleur du pilote au-delà d'une comparaison vraiment sportive, parce que Hamilton, je pense que c'est quelque chose qu'on doit reconnaître, dépasse la Formule 1 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a des fans au-delà de la Formule 1, c'est un des rares pilotes qui a réussi justement à s'extirper du monde de la Formule 1, alors parce qu'il est impliqué dans plein de choses en dehors de la Formule 1, qu'il a aussi construit cette réputation, que ce soit par sa passion un petit peu américaine, Hollywood, la mode. Je dis pas que la mode est hollywoodienne, mais voilà, la musique, enfin l'art en général, que ce soit les associations caritatives, ces choses-là. Il a cette image en dehors de la Formule 1 et j'oserais dire presque qu'il oserait avoir une image qui concurrence Ferrari parce que Fangio, quand il arrive chez Ferrari, quelque chose qui embête le commendatore, c'est que Fangio est plus grand que Ferrari. Fangio ose faire ombre à l'image de Ferrari et c'est quelque chose qu'il n'aime pas, Enzo Ferrari. C'est limite un peu trop grand pour Ferrari et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais lu dans les magazines à l'époque. C'est que il y a eu un clash de personnalités, les deux s'impressionnaient mutuellement et peut-être, là c'est mon interprète par contre, qu'ils s'enviaient un peu mutuellement. Donc, mais c'est vrai que quand on pense Fangio, on pense plutôt Alpha, Mercedes ou Maserati, mais pas forcément Ferrari. Il a eu qu'une seule année et c'était pas la plus belle année de Fangio. Donc je trouve ça assez intéressant pour le coup qu'il y ait eu ces deux des plus grands noms de l'histoire de l'époque et aujourd'hui, pour lesquels ça n'a pas matché, alors que ça a quand même fini sur un titre mondial. Fangio avait aussi cette capacité, c'était un meneur d'hommes, Fangio, et c'est quelque chose qui en interne, naturellement, a peut-être déplu à Enzo, et pourtant, je pense que jamais Ferrari n'a osé dire que du mal de Fangio en tant que pilote, en tant qu'homme, mais il y a eu des clashs, c'est connu. Fangio en a parlé à son grand regret. Ça ne passait pas vraiment entre les deux. On rappelle, hein, c'est une époque où le sport automobile, ce n'est pas professionnel. Et quand je dis professionnel, c'est dans le sens où tu n'y vas pas pour faire carrière, parce que tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Fangio, c'était un des rares pilotes qui recevait différentes propositions parce que, comme on disait l'adage, aujourd'hui, quand on veut gagner, on cherche la meilleure voiture. À l'époque, quand on voulait gagner, on voulait Fangio. Donc, naturellement, Fangio, il arrivait avec son salaire. Il donnait 10%, je crois, de son salaire à ses mécaniciens. Alors, c'est quelque chose qui se faisait plus ou moins à l'époque, mais qui était quand même très significatif. Et naturellement, ces mécaniciens l'aimaient beaucoup. Il y avait un semblant de favoritisme en interne, naturellement, quand on travaillait sur la voiture d'El Maestro. Et il faut dire que la saison du championnat du monde commence très bien, puisqu'elle commence avec une victoire au Grand Prix de Monaco. Une victoire... non, pardon. Non, il gagne en Argentine. En Argentine, pardon. Je sais pas pourquoi je confonds avec Monaco. Parce que ça a souvent été un des premiers Grands Prix à l'époque. Non, parce que moi, je pense à la victoire de Luigi Musso. C'est justement le Grand Prix où il a partagé sa voiture avec Luigi Musso. Parce qu'il y a eu une part où il a dû prendre sa voiture pour gagner. C'est en Argentine. Alors, ouais, et je sais pas pourquoi, je croyais que c'était Monaco. Autant pour moi. Ou comme tu as dit, ça doit être parce que le premier Grand Prix, c'était souvent Monaco à l'époque. Voilà, donc il partage la voiture avec Luigi Musso. Pour rappel, en plus de cela, on avait d'autres pilotes.
Eugenio Castellotti, autre pilote italien, Olivier Mhm. Gendebien, pilote belge, qui faisait quelques piges pour Ferrari. Mais on avait un petit peu ce trio de force, donc Fangio, Musso et Collins, qui ont Yep. été ses principaux équipiers toute la saison. Et il y avait une bonne relation entre eux, en plus de ça. Enfin, pas nécessairement une bonne relation, mais un respect mutuel. Oui. Et Fangio les voyait vraiment comme de sérieux concurrents. Et le fait est que quand on arrive à la dernière manche, on va en parler bien sûr, mais on a plusieurs pilotes qui peuvent jouer le titre, dont justement Peter Collins, son coéquipier chez Ferrari. Et ce qui est marrant, c'est que cette course elle est restée célèbre pour Collins qui a cédé de lui-même sa voiture pour Fangio en disant que, en gros, que il aurait d'autres chances d'être titré. Ce qui on aurait pu y croire à l'époque, car Collins était un très bon pilote et était très jeune pour l'époque. Par contre, le truc qu'on oublie, c'est que avant ça, Luigi Musso était censé donner sa voiture et ne l'a pas fait parce que il avait l'occasion de remporter le Grand Prix d'Italie, donc de gagner à domicile, ce qu'il n'a pas fait vu qu'il a martyrisé sa voiture et la direction et les pneus ont cédé peu de temps avant l'arrivée. Ce qui a permis à Fangio de finir deuxième dans la voiture de Collins et d'assurer son titre. Pour rappeler, à l'époque, on pouvait échanger les voitures. Donc, on a parlé de sa victoire partagée avec Luigi Musso en début de saison. C'était autorisé parce que les épreuves faisaient 3-4 heures. Parfois, là, récemment, dans une émission en live, on parlait du fameux Grand Prix d'Argentine 55. Oh mon Dieu, ouais. Le Grand Prix d'Argentine qui, en plus d'être un Grand Prix très difficile, sur le Caniculaire au possible. en 55, la canicule était enregistrée à 39-40 degrés, je sais plus. Et la plupart des pilotes se sont relayés au moins 3 fois. Enfin, on a plein d'équipes qui finissent avec 3 pilotes différents parce que ils Il me faisaient semble des que c'est, alors, pauses. il me semble que c'est le deuxième, troisième et quatrième qui avait 3 pilotes qui sont cumulés. Et Fangio, lui, a continué seul. Voilà. Et c'était une histoire assez rigolote parce qu'on a Maurice Trintignant et Farina qui terminent 2e, 3e et 4e à la fois, je crois, quelque chose comme ça. Ah, oui, je crois bien. Non, Ouais. Farina Non. finit 2e et 3e. Hmm. Trintignant finit 2e et 3e et abandonne. D'accord. Voilà, Donc, parce qu'ils ouais, ont roulé dans 3 voitures différentes. hmm. Donc ça c'est vraiment dans les bizarreries de l'époque qui sont assez amusantes à voir avec le recul. Mais du coup, ouais, donc Fangio qui a partagé sa victoire avec Musso en Argentine, qui a partagé sa deuxième place avec Collins en Italie, et si je regarde bien le décompte, également au Grand Prix de, j'ai plus le Grand Prix en tête pour le suivant. Mince. Je regarde, non, Monaco, voilà, Monaco avec Collins. Ah oui, J'avais un oui. doute. Parce que Argentine et Italie, je connaissais par cœur, c'est le troisième que je ne sais pas. Je savais de doute que c'était troisième. Mais du coup, D'accord. c'est intéressant parce que s'il a dû le faire parce que sa voiture a cédé et Fangio a souvent suspecté qu'on ne préparait pas aussi bien ses voitures que pour les autres pilotes. Les pilotes italiens parce que forcément italiens et anglais parce que ça pouvait aussi avoir un intérêt commercial pour Ferrari, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que Fangio n'était pas officiellement le premier pilote. Et apparemment, c'est quelque chose qui l'embêtait beaucoup parce qu'on l'a accordé à Ascari, on l'a accordé à d'autres, on ne l'a pas accordé à lui. Et pendant toute l'année, il y a eu une suspicion selon quoi il n'avait pas des voitures aussi bien traitées que ses équipiers. Et ça a contribué à la méfiance partagée qu'il y avait entre Enzo et entre Fangio. Mais tu me rappelles une anecdote. En 56, alors je sais plus à quel Grand Prix, Fangio, après les essais, était allé voir ses mécaniciens, et a dit, il y a quelque chose qui va pas, ma colonne de direction, elle tremble quand je pilote, enfin, ça va pas. Et les mécaniciens ont dit, ouais, on va regarder ça, pas de problème. Mhm. Et le lendemain, la voiture est réparée, pas de souci, il gagne la course ou je sais pas quoi. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Luigi Musso, mais peut-être un autre des équipiers, qui a abandonné sur une colonne de direction et s'est plaint d'avoir une colonne de direction qui a tremblé toute la course. Ah Donc, voilà. Quand je disais un petit peu plus tôt que Fangio avait un peu les faveurs des mécaniciens, c'est que voilà, Mhm. ça passait un petit peu au-delà de la direction et qu'il y avait peut-être ces conflits politiques, si j'ose dire, en Mhm. interne. Mais effectivement, la belle histoire de Peter Collins, j'avais oublié effectivement l'affaire de Luigi Musso qui n'a pas voulu s'arrêter. Et Collins, lui, s'est arrêté pour changer de pneus, je crois, ou je sais plus. Oui, Enfin, oui, il il n'a pas eu s'arrête d'ordre à la totalement base. au hasard. C'est lui qui le Et fait.
Et il voit que Fangio est dans le garage, est abandonné, et c'est là où il dit non, 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 Fangio, il prend la voiture, il a plus de chances de gagner le titre. En plus, bah, Moss était en tête, et c'était le plus grand concurrent de Fangio. Et bah, justement, en partageant ces 3 points, ça a permis, alors je crois que dans tous les cas, il aurait été sacré même sans ces 3 points, mais ça a permis à Fangio d'être sacré du coup. Du moins, ça a conforté les chances. Et c'est une belle histoire. Malheureusement, tu disais, tu citais Collins qui disait que son jour viendra, il aura son heure. Mhm. Malheureusement, ce ne sera pas le cas puisque, ben, ironiquement, si j'ose dire, Luigi Musso et Peter Collins vont perdre la vie en 1958, ce qui Exact. sera les derniers Grands Prix de Fangio, justement. Mais ils étaient à Voilà. un mois d'écart, quelque chose comme ça, les Mm. Grands Prix. C'est ça. Mais sinon, deux choses par rapport à ça. Alors, déjà de un, je sais que parmi les projets avortés de films sur la F1, il y en avait un sur la relation des pilotes Collins, Musso ensemble, etc. Il aurait été très intéressant à voir si ça pouvait se confirmer. Je sais, ça date il y a pas mal d'années, donc je sais pas. Mais après, à Hollywood, il y a beaucoup de choses Mhm. qui sont dans le congèle et qu'on ressort. Hein. Donc déjà ça. Et de deux, en cherchant deux, parce que j'ai reçu une biographie d'Enzo Ferrari, et je ne sais pas pour qui il me l'a envoyé ni comment, mais très intéressante, parce que c'est fait par un Italien, et elle est vraiment encyclopédique. Et dedans, on rapporte que Fangio, à un moment donné, ne communiquait pas directement avec Ferrari. C'est son manager, Giambertone, je vais prendre l'accent pour histoire d'être plus cliché encore. Ça Donc, marche, ça marche. pour communiquer ses griefs, le fait il y avait l'impression que sa place était moins bien préparée et tout ça. Donc son manager, il faisait en sorte que son manager parle à Ferrari au lieu de le faire directement. Et apparemment, selon le biographe, c'est la première fois qu'un pilote choisit de ne pas s'adresser directement à lui. Et donc ça illustre encore une fois la distance qu'il pouvait y avoir entre les deux pilotes. Et l'autre truc, j'évoque une déclaration de Bernard Caillé, le photographe de l'époque, un des plus grands photographes de la F1, qui était proche de Fangio, et il raconte que après sa carrière, quand Fangio parlait de sa carrière, il parlait de Mercedes, non, il parlait plutôt de Maserati, mais pas tant de Mercedes et pas tant Ferrari. Et Enzo Ferrari, il a à peine parlé, il a décrit ainsi, il était spécial. Qui était spécial, Fangio? Fangio en parlant de Enzo. C'est voilà, je trouve vraiment intéressant la relation distante qu'il y a eu entre ces deux personnages. Mais après, ça me surprend pas tant que ça parce que bah, Fangio gagne un titre et demi avec Maserati. Il Oui, avait une bonne histoire avant le championnat du monde hein, avec Maserati, si je me trompe mm, pas. oui, Il a fait bah, la plupart. Bah, il a couru énormément en 49 avec Maserati et il commence la saison 1950 avec des Maserati lors d'épreuves hors championnat. Bah, il gagne le tout à Grand fait, Prix de oui. Pau et le Grand Prix de San Remo avec Maserati, justement. Et il me semble que c'est San Non, Remo San qui Remo, c'est avait. avec Alfa Romeo, pardon. Ouais, parce que il me semble que San Remo, j'avais vu que c'était une course importante qui avait. Je Ouais. sais plus pour quelle Oui, il raison. la gagne Je ne reviens avec pas. Alfa Romeo, je confirme. D'accord, d'accord, ok. Mais en tout cas, le Grand Prix de Pau, qui était aussi une épreuve assez importante, il l'a gagné avec Maserati et a couru à Albi et aux Pays-Bas avec Maserati sur la saison de 1950. Donc, très logiquement, il a même pris d'autres parts également en 1952. On rappelle, en 52, c'est l'année où il était blessé et Mhm. où il se retrouvait un petit peu sans maison, puisque Alfa Romeo était parti. Et il a roulé un petit peu avec Maserati et a roulé avec eux complètement en 53 et début 54. Mais voilà, et je trouve assez intéressant aussi cette petite histoire parce qu'effectivement, il gagne en 56 avec Ferrari, mais il faut savoir que c'est des Lancia Exact. qui pilotent. Et dans certains magazines, on disait les Lancia Ferrari. Oui, c'est les fameuses D50 parce que Lancia s'était retiré. Ils avaient ces sublimes D50. Ferrari les a rachetés, les a repeints et rebadgés en Ferrari. Mais voilà, peut-être que dans l'esprit de Fangio, ça avait peut-être son importance. Alors, croyez-le ou pas, mais pour trouver le prochain champion du monde qui a risqué l'aventure Ferrari,
faut aller jusqu'au début des années 90. Mais un truc que je me disais, et ça, c'était pas prévu dans le conducteur, et sans jeu de mots, conducteur, c'est qu'il y a un autre champion du monde qui s'est jeté dans l'aventure Ferrari dans les années 60, mais pas un champion du monde de Formule 1. Est-ce que tu sais à qui je pense? Euh, John Surtees, mais champion moto. Exactement. Je me suis dit c'était un petit peu marrant. Bon, en plus, l'aventure Surtees avec Ferrari, bon, elle a donné un titre, donc on pourra la mettre dans le clan des trucs qui sont bien passés, même si ça s'est pas très bien fini, hein, Ah parce non, que non, non, c'était tendu, en effet. Un des plus gros divorces pilote-équipe de Ferrari. bah, ils ont cassé en début d'année 66. Hein, et d'ailleurs, justement, Il me semble que c'était au milieu des. Alors, est-ce que c'était 24 heures? Alors, c'était en endurance. Je crois que c'était les 24 heures du Mans, d'ailleurs, il me semble. Je ça doit crois être que pour c'est. ça, je connais pas Je- l'affaire. parce que je sais qu'il était en conflit avec le team manager qui soupçonnait de favoriser Bandini. Mhm. Surtees avait eu un crash fin 65 qui l'avait diminué. Oui. Sauf que Surtees avait gagné à Spa, donc il était quand même en forme. Mais il y a eu plusieurs décisions qui allaient contre son sens. Et pour le premier relais, on n'a pas voulu que Surtees roule. Et je crois qu'il a planté l'équipe en plein milieu de la course. Mais je ne suis pas sûr. Comme j'ai pas préparé pour Surtees, vu que je pensais pas qu'on allait en parler, Oh non, je ne non, sais mais pas. je l'ai. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était assez tôt dans la saison, en tout cas. Ouais, je l'ai lancé comme ça parce que ça m'est venu en cours d'émission. Mais je mentionne, et c'est vrai qu'il aurait pu devenir en plus le seul pilote avec Fangio à être sacré en changeant de constructeur en cours de saison, puisque il était candidat au titre, puisque après le Grand Oui. Prix de Belgique, il passe chez Cooper. Et voilà, bon, ça s'est pas fait parce que les Brabham étaient dominants, mais il a réussi à gagner en courte saison un Grand Prix avec Ferrari en Belgique et un Grand Prix avec Cooper au Mexique en fin d'année. Donc, Exact. ça méritait d'être nommé. Maintenant, donc, comme je le disais, il faut aller jusqu'aux années 90 avec Alain Prost pour trouver le prochain champion du monde qui s'est jeté dans l'aventure. Avant d'en parler, est-ce que quand même ça vaudrait pas la peine de se poser la question de pourquoi on n'a rien eu pendant aussi longtemps, de 56 à 1990 selon toi? Il y a certains pilotes qui n'ont pas voulu rejoindre Ferrari. Stewart ne l'a pas fait, par exemple, parce que il avait confiance en Ken Tyrrell et qu'il disait que cette atmosphère convenait mieux que les intrigues politiques de Ferrari. Et on peut pas dire qu'il ait eu tort. Après, pour d'autres, je ne sais pas. Hülkenried n'a pas eu le temps, on le sait. Fittipaldi a préféré faire sa propre équipe. Mario Andretti, alors techniquement a fait un intérim, mais je ne pense pas qu'on puisse le compter proprement dit, même s'il a fait une pole, donc en Oui, 82. oui, parce que effectivement, j'ai dit qu'on n'en parlerait pas, mais je m'attendais à ce qu'on le mentionne honorifiquement parce que 82, comme tu l'as dit, bah, il remplace Pironi/Villeneuve parce que c'était la saison noire de Ferrari. Et Noir effectivement, général, franchement. oui, oui. Oui, c'est vrai, de manière générale. Il a quand même fait un petit coucou, mais c'était une période où Mario Andretti, bah, en plus, avait commencé avec Ferrari. Enfin, Avec Lotus. c'est avec Lotus, pardon, et après, il saute chez Ferrari, en effet. Sa première victoire est avec Ferrari en Afrique du Sud 71, oui. Ah, j'ai confondu, oui. Parce que je sais que c'est Colin Chapman qui voulait à tout prix avoir Mario Andretti en Formule 1. Et effectivement, c'est logique celui qui l'a eu. Mais voilà, donc il y avait la belle histoire un petit peu, mais Mario Andretti, quand on est passé à l'effet de sol, il a toujours dit qu'il aimait pas du tout ces Formule 1. Et je pense que il a plus rejoint Ferrari parce qu'il y trouvait un intérêt quelconque, mais clairement pas pour essayer quelque aventure. Jim Clark, dans tous les cas, il était très fidèle à Colin Chapman, même si sur la fin, un petit peu moins. Graham Hill, j'ai jamais vraiment entendu Non plus, ouais. d'affaires. Et bon, après, on a les sacres de Niki Lauda, mais bon, c'était ses premiers, donc on peut pas les compter. Mais faut reconnaître aussi que c'est une période, les années 60, 70,
très, très difficile pour Ferrari. Il y a une faillite financière. Économiquement, c'est difficile. Oui. Les performances sont pas vraiment là, même si on a X qui est 2 fois vice-champion du monde en 69-70. Bah, ils ont trouvé ils avaient la bonne voiture, la meilleure voiture en fin de saison, en fait, pour le coup. Et puis, il faut aussi dire que les grands pilotes, comme tu l'as dit, Rindt, champion du monde 70, est mort avant de célébrer son titre. Jim Clark est mort à son apogée. Jackie Stewart Mhm. ne le voulait pas. Et en plus, pour moi, Jackie Stewart a aussi pris sa retraite à son apogée. Exact. Puisqu'il part sur un titre et il était encore le numéro 1 incontestable selon moi. Fittipaldi, il a voulu tenter une affaire familiale. Et qui restait-il vraiment pour aller tenter quelque chose chez Ferrari? Faut aller dans les années 80. Et qu'est-ce qu'on a? Une Ferrari qui est plus vraiment attractive. Mhm. Les Alan Jones, avaient plus envie de continuer. Il en avait marre. Mais il a été un temps en discussion avec Ferrari C'est vrai. en 78 avant qu'il choisisse Villeneuve. Enfin, C'est vrai, et 77. il avait un pré-contrat en plus, je crois, Jones. Exactement, oui, il Le avait un fameux pré-contrat. pré-contrat. Il a un pré-contrat, mais à la fin de la réunion, on lui a dit non, c'est au cas où. On t'appelle. Voilà, c'est au cas où on veut Andretti, mais on sait pas la tête des engagements. Et puis après, il apprend qu'Andretti a signé chez Lotus. Il dit ok, cool. Il appelle, on lui dit non, on a signé Villeneuve, merci. Voilà, ouais, Ferrari. Piquet, il était fidèle à Brabham. Il était plus fidèle au chèque qu'on lui adressait. Oui, faut aussi dire ça, ouais. Il s'en est pas caché plus tard. Hein. Dans tous les cas, quand on regarde dans les années 80, Ferrari est en déclin total et ça n'attire plus grand monde. Et les quelques bons pilotes vraiment qui vont y passer, je pense peut-être Berger, Mansell. Je ne veux pas faire d'ombre à Alboreto, mais Mhm. en 85, il a montré qu'il n'était peut-être pas du calibre suffisant, tout comme l'équipe d'ailleurs. Il y a eu des mauvaises décisions techniques aussi, parce que l'avalanche de pannes et les performances en qualif ont tellement chuté, il y a forcément eu un truc. Faut que je relise comme je dis, la biographie de Ferrari pour voir, parce qu'il me semble qu'ils en ont fait mention dedans. Mais il y a eu un truc. C'est pas possible autrement. Il y a la chute qu'il y a eu, alors que jusqu'à mi-saison, il était côte à côte avec Prost. C'est une des chutes les plus spectaculaires, des plus ferrariesques qui soit. Je veux dire, il y en a qui penseront à 2022 avec Leclerc, 2018 avec Vettel. 85 est pire, vérifié. C'est très violent, ouais. Donc voilà, au final, on se retrouve avec Alain Prost en 90. Là, je pense que c'est 1 heure entière qu'on pourrait consacrer au sujet. Mais À la limite, déjà, un sujet complet pour lui. Hein. on a dit que pour Farina, c'était une question de un petit peu, il avait plus de maison. Fangio, pareil, il se retrouve 2 fois sans maison. Maintenant, on arrive à Prost. Qu'est-ce qui peut motiver Alain Prost à aller chez Ferrari après 2 titres, 3 titres chez McLaren? De ne plus cohabiter avec le voisin brésilien encombrant qui commençait à avoir les faveurs du motoriste. Ah mince, ce n'est donc pas une volonté de gagner pour Ferrari. A priori... Non, mais on est bien d'accord là-dessus, et Alain Prost s'en est jamais caché. Hein. Il a dit, moi, je suis content de me barrer, j'en peux plus. Après, quand on a ça, Prost a toujours été plus pragmatique, mais après, je pense que c'était l'occasion qui faisait le larron. Je veux dire, il cherchait avant tout à quitter McLaren, mais Ferrari était disponible. En plus, un volant s'est libéré parce que McLaren a signé Berger très peu de temps après que Prost ait annoncé son départ. Et il a annoncé son départ en France. Grand Prix suivant en Angleterre, Berger a signé. Donc il y avait un volant libre, donc du coup ça tombait bien. Donc j'irais pas dire que c'était, comme disent beaucoup de pilotes au moment de signer, c'était mon rêve depuis tout jeune, etc. Le mythe Ferrari, blablabla. Non, Prost n'était pas dans cette optique-là, mais je pense que ça lui faisait quand même plaisir de tenter l'aventure, tout comme Senna aurait aimé avoir cette aventure en fin de carrière. Donc je veux dire, c'était pour le coup, c'est un bonus, quoi. Je veux dire, c'était pas l'objectif principal, comme d'autres ont signé avant lui, comme Berger qui a préféré parce que c'était Ferrari, mais ça a ajouté du beau moqueur, quoi. Et puis aussi, je me permets d'ajouter le côté pragmatique du Prost-Fesseur, c'est qu'en 89, on avait John Barnard, qui avait été débauché, mais de manière totalement désespérée. On venait d'introduire une vraie révolution
La avec boîte semi-automatique. exactement, et qui a fait gagner Nigel Mansell, très rapidement, en Dès le début. 1989, dès la première manche c'était au Brésil? Oui, oui, au Brésil, Ouais, au alors, Brésil. alors qu'il y avait des pannes tout le week-end, Mansell a carrément réservé un vol en cours de Grand Prix parce qu'il s'est dit bon, je vais être abandonné au bout de 10 tours, donc je vais repartir. Oui, oui, il avait pris son avion, enfin, avant le Grand Prix, Ouais. et en fait, donc finalement, il l'a raté, mais il en était pas mécontent. Et naturellement, l'aventure pour Alain Prost chez Ferrari commence, en 1990 aux côtés de Nigel Mansell, et alors que, ben, Prost se dit, «Je vais enfin m'éloigner de tous ces conflits, inutiles en interne», et ben, Mhm. est-ce qu'il est plus malheureux chez Ferrari selon toi? Ben, alors c'est bizarre parce que déjà je vais contredire un peu. 89, c'est surtout que la boîte, il fallait la fiabiliser. C'est surtout ça qui posait Oui, c'est problème. vrai qu'il y avait beaucoup ça, j'ai Voilà. été malhonnête, mais j'avais envie Ouais. d'en mettre une sur Mansell parce que ça fait toujours plaisir. Parce que mais 89, c'était une de ses meilleures années. Pour le coup, il y a vraiment un Grand Prix où il a tout concentré au Portugal, avec la marche arrière en Estan, le drapeau noir ignoré. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on attend de Mansell dans ses beaux jours. Et c'est vrai que tu parles de Bernard, c'est bien parce que justement c'était un des éléments qui avait motivé Prost, parce qu'il a toujours eu beaucoup d'estime pour Bernard. Il était chez McLaren avant, je rappelle. Bah, c'est Donc, avec Barnard qu'il a gagné avec, chez McLaren justement. exact, voilà. C'est Voilà, lui qui relance les McLaren en 84. voilà, il est parti courant 86 pour Ferrari. Et sauf que Barnard est parti durant entre le moment où je sais pas à quel moment il est parti précisément, mais je sais que entre le moment où Prost a signé et début de saison, Barnard a signé chez Benetton. Donc, bon, après t'as Steve Nichols qui est venu un ingénieur de McLaren qui est venu avec lui chez Ferrari, donc là il y a quand même quelqu'un de connu. Mais tu as déjà un des éléments qui l'a motivé qui n'était plus là. Et Prost a dit plus tard que c'est ce qui a un peu manqué à Ferrari, qui avait un vrai leader technique proprement dit, qui avait de la pointe, parce que Bernard était un gros caractère, pour le coup, et qui avait carrément eu la faveur incroyable, parce que Enzo Ferrari était encore là, certes diminué, mais encore là, et il avait eu la faveur d'avoir son bureau en Angleterre. Le C'est truc le premier, ouais. voilà, le truc qu'on soupçonnait que Newey aurait peut-être pu avoir, parce que c'est aussi un des freins pour lui. Donc il a eu cette faveur-là pour dire qu'on l'estimait à ce point-là. Et Prost disait que plus tard, en fait, il y a jamais eu de vrai gros leadership technique, pour le coup. Et c'est ce qui a manqué. Et on peut voir la différence entre 90 et 91, peut-être 90, avec la 641, je vérifie parce que la numérotation des Ferrari toujours perdu. Mais la 641, qui est une de mes Ferrari préférées, je la trouve magnifique. C'était une de Barnard, mais pas la suivante. Et après, ça s'est un peu perdu jusqu'à ce qu'on ait la période Barn de Todd. Donc déjà ça handicapé un peu. Mais Prost, il me semble qu'il l'a encore dit d'ailleurs dans le documentaire de Canal+, si vous avez pu le voir, il a encore de très bons souvenirs de 90. C'est une de ses saisons préférées jusqu'à un certain Grand Prix qu'on va aborder, mais là, il a un très bon souvenir. Il a beaucoup aimé l'ambiance italienne, etc. Et tout. Il était à son aise, etc. Donc ça lui faisait plaisir. Mais c'est vrai que pour rebondir ce que tu disais, il avait un équipier qui, disons que faire preuve d'esprit d'équipe était autant présent dans son esprit que de faire que d'aller à la gym. Voilà, pour D'accord. parler trivialement. Alors, c'est vrai que malheureusement, j'ai pas pu, voir ce documentaire, sur Prost, mais je sais qu'en tout cas, pour rester sur le sujet de Mansell, on réunit quand même, pour moi, cette célèbre photo de 1986 où on a Prost, Senna, Mansell et Piquet sur la même Mhm. photo, en fin de saison. Pour moi, c'est le top 4 absolu de cette époque, Bien sûr. de la fin on va dire milieu années 80, début années 90. Alors avec un Piquet qui était plus, qui était le premier à être sur la fin, mais forcément, quand on commence à réunir Prost et Mansell, bah, naturellement, c'est une confrontation aussi qui va être très psychologique parce que Prost, il arrive, il est triple champion du monde, il vient de battre Ayrton Senna qui s'impose comme le futur de la Formule 1, qui est champion du monde en 88, qui, dans tous les cas, est au minimal l'égal de Prost. Donc
Et on sait que déjà Mansell et Senna ont eu, leur petit moment en piste l'année d'avant. Donc À peine. forcément, quand il va s'affronter à Prost, pour lui, il doit impérativement le battre s'il veut prouver qu'il est, le meilleur, pilote, de Formule 1 et qu'il veut pouvoir battre Senna. Et la réalité, c'est que Prost, il est pas facile à battre et en plus de ça, le début de saison est très à l'avantage de McLaren. Mmh. Si ce n'est pour, on va dire, j'ose dire une erreur de Senna au Brésil ou du moins une, incompréhension avec, une Tyrrell, je crois, je sais plus qui, où Senna a perdu la tête de course et du coup c'est Prost qui l'a gagné. Le début de saison n'était pas très à l'avantage de Ferrari. Il y a encore une petite période de rodage, je dirais, de voilà, les quelques problèmes de fiabilité pour le coup, mais ils avaient par contre clairement réduit l'écart d'un point de vue châssis. Donc vraiment la domination que McLaren avait eue à l'époque était finie. Elle était déjà réduite en 89, mais pour le coup il y avait il y avait plutôt du coude à coude. C'est fait au fur et à mesure. Et c'est vrai que le châssis de 90 n'était, il me semble que c'était qu'une évolution du châssis 89, donc ce qui avait du coup joué. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, et je vais supposer que l'apport technique de Prost, qui est légendaire, a aidé à avancer dans le bon sens pour le coup, jusqu'à enchaîner 3 victoires de suite, Mexique, France, Grande-Bretagne, notamment sa plus belle victoire au Mexique depuis la 13e place. Oui et j'allais y venir justement, c'est peut-être, justement, à ce moment où, bah, déjà Prost rappelle, que il est pas à ce moment triple champion du monde pour rien parce que il y a naturellement, toute la ferveur autour de du conflit qu'il a eu avec Senna, chez McLaren qui était beaucoup à son désavantage et là au Mexique, mais c'est une démonstration de talent rare en Formule 1, comme tu le dis, il remonte de la 13e place et c'est un de ces grands prix qu'il gagne, non pas, un peu comme, je vais dire, Watson et Lauda, en 83 pardon, en partant du fond de grille, mais avec, profitant, de stratégie ou de choses comme ça. Là, c'est vraiment 13 dépassements en piste. Mmh. Ou alors, parce que le pilote de devant, a abandonné ou quoi. Il a rappelé pourquoi c'était le professeur. C'est celui qui a le mieux lu la dynamique du Grand Prix, enfin, du Grand Prix en général, du vendredi au dimanche et il enchaîne avec, bah, la victoire en France, la victoire en Grande-Bretagne et la victoire en Grande-Bretagne, bah, j'oserais dire que c'est ce qui a été un petit peu déterminant dans la rivalité avec Mansell parce que il l'a très mal vécu et je crois qu'après ça, il annonce sa retraite, Mansell. Oui, en effet, juste après son abandon, il l'annonçait. Je pense dès le début, en fait, Mansell avait l'impression que, enfin, en fait, il a dit plus tard que en signant Prost, il s'est dit, ok, ben, je suis nouveau numéro 2. Je crois qu'il s'est mis directement en tête, parce que Mansell avait un peu ce côté un peu paranoïaque pour le coup. Il s'est dit, on amène Prost, bon, ben, je suis relégué au numéro 2, etc. Ah, Bon, c'était la bon, oui, il a dit que Ferrari lui avait offert sa Ferrari de Rio 89 en guise de dédommagement, on va dire, et on augmentait son salaire. Donc, mais il avait l'impression que les énergies s'étaient concentrées autour de Prost. Et après, le truc, c'est que c'est à la fois les capacités de Prost qui ont fait qu'il a naturellement dirigé les énergies envers lui, et côté un peu malin de Prost. Prost, il a appris l'italien. Et pour flatter les mécanos, bah, ça aide. Manson ne l'a jamais fait. Et ça a joué. oui et puis, pour rester un peu là-dessus, c'est vrai que c'est là aussi où Mansell a eu, j'oserais dire, un grand rappel de réalité qui fait que pour moi, malgré tout, malgré ce magnifique quatuor, que j'ai évoqué, Prost et Senna restent au-dessus des 2 autres pour moi parce que Mmh. ils ont cette vision beaucoup plus sérieuse de la course automobile. Prost, tout comme Senna, prenait très au sérieux sa condition physique. Mmh. Mansell, on peut pas vraiment dire que c'était le cas.
Il Non. suffit de voir le nombre de fois où, après un Grand Prix, il est à 2 doigts de tomber dans les pommes. Ce qui n'est jamais arrivé à Prost d'ailleurs. J'en ai parlé plus d'une fois avec mon père qui est un grand fan de Prost qui a suivi l'époque. Et c'est vrai que ça arrivait aux trois autres. Ça arrivait à Senna quelques fois, ça arrivait à Piquet quelques fois. Mansell, Prost, jamais. Je crois que justement la seule fois justement, mais c'est le docu de Canal+ qui l'a dit, c'était l'Espagne, je crois, où il y avait eu un problème technique qui avait rendu la voiture hyper dure à piloter. Et c'était la seule fois où il était entre guillemets en nage. Et même en nage, il n'était pas non plus au point de s'effondrer. Donc c'est vrai qu'un point qu'on ne pense pas souvent pour Prost par rapport à ses qualités, mais qui était là, c'est que sa condition physique était exemplaire. Pour recentrer, il y a eu du coup ce shift de dynamique où Mansell a pris une vraie leçon de tout ce qui pouvait lui manquer. Il a, comme tu l'as dit, réagi de manière très émotionnelle. On rappelle qu'il a le traumatisme de 86-87 avec Piquet chez Williams. Et le reste de la saison, ça reste, à l'exception peut-être d'un Grand Prix ou deux, c'est Senna qui va dominer avec la McLaren. Je me permets de faire une pause quand même sur le Grand Prix du Portugal, parce que là, c'est Et il faut... peut-être le pic, à moins que tu aies autre chose à mentionner, mais pour moi, enfin, de manière évidente, le Portugal, c'est le pic de la rivalité entre les deux. Non, bien sûr, j'embrayerai après sur notre anecdote. Mais c'est vrai que Mansell, il y avait un désintérêt. Enfin, vraiment, c'est vrai que c'est pour ça que, comme tu disais, on pourrait faire une heure. C'est vrai que la période Prost-Ferrari est assez fascinante. C'est que Mansell déjà avait annoncé sa retraite à Silverstone. Et il a enchaîné pas mal de mauvais résultats. Et Prost, dans un documentaire qui est sorti peu de temps après sa retraite et que j'ai encore VHS, que je me suis repassé quand j'étais enfant, disait que on avait un temps envisagé de se séparer de Mansell avant Monza. Il pensait engager Gianni Morbidelli, pardon, qui était pilote essayeur à l'époque. Mais et puis d'un seul coup, il y a eu un changement de dynamique et d'un coup, toutes les énergies se sont reconcentrées sur Mansell. Et au Portugal, il avait l'impression que qui était plus le premier pilote d'avant, qui avait, et il sait pas d'où c'est venu, et il dit qu'il sentait qu'il allait se passer un truc au Portugal. Et il s'est passé ce qu'on a vu, c'est un Mansell qui a tassé Prost dans le mur, qui s'est bien sûr défendu, qui prétend avoir glissé, mais quand tu vois l'image, etc., non. Et Prost, il comme s'il s'en doutait, il a vu Mansell, c'était complètement délibéré de la part de Mansell, pour le coup. Et c'est là qu'il y a eu le switch de Prost, parce qu'il a vu que Ferrari commençait à se saborder tout seul, alors qu'ils avaient potentiellement championnat en main. Et après la course, il a carrément dit que Ferrari ne mérite pas d'être champion du monde. Et il a dit que il y a des essais qui sont prévus la semaine suivante, je n'irai pas, Mansell ira, je les ai tous faits pour lui, il se débrouillera. Il a carrément dit ça à l'antenne. Et je pense que le tournant du championnat, c'est pas Suzuka avec la vengeance de Senna, hein. C'est pour le Portugal. Parce que c'est là où Ferrari s'est démuni, et c'est là où Prost a perdu confiance en son équipe. Bah oui, parce qu'il perd la position face à Senna au départ. Et puis en plus, il y a une dynamique d'équipe qui voudrait naturellement que même si Mansell était en tête, il aurait cédé les commandes à Prost et tout fait pour bloquer Senna. Mais, Et le pire, c'est qu'il l'a laissé passer durant la course suivante à Jerez. mais enfin, avant d'embrayer sur la prochaine question, j'ai quand même envie de souligner que les années 90 et avant, et même jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a quelques années, les écarts en qualification, parce qu'aujourd'hui les écarts en qualification sont ridicules. Là, les qualifications au Portugal, il y a 44 millièmes de seconde entre Mansell, Prost et Senna. Et, Oh. je trouve ça vraiment incroyable, parce que derrière, on a Berger dans l'autre McLaren qui est à 7 dixièmes. Ça arrive plus d'une fois que Senna se prenne une seconde et une seconde et demie par Senna en qualification en voiture égale. Et d'ailleurs, Prost Berger, n'a tu veux pas... dire. Dit, je parlais de Prost. Après, ça arrive avec pardon, Berger. Prost, oui, autant Ouais. pour moi. D'ailleurs, Berger a causé plus de soucis en qualif que Prost. Après, Prost, on le sait, était bien, à un moment donné, a compris qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Senna en qualif. Il s'est dit, ça ne sert à rien de toute façon, que ce soit 7 dixièmes ou une seconde et demie, c'était pareil, je me concentre sur la course. La même philosophie qu'il a eu au Mexique 90. Et je voulais dire que Prost, en 90, n'a fait aucune pole.
de la saison. Mansell en a eu quelques-unes, je ne sais plus combien, 2 ou 3 je crois, mais Prost n'a fait aucune pole de la saison 90, alors qu'il a lutté pour le titre. Ce qui n'est pas si souvent pour un prétendant au titre de ne faire aucune pole. Pour toi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez Ferrari pour que tout à coup, on ait l'impression que ça devienne anti-Prost? Ou est-ce que c'est Prost qui a fait quelque chose pour se mettre l'équipe à dos? Parce que après, en 91, ça va être un cauchemar. Selon Furio, le deal a été torpillé par le président de Ferrari de l'époque, qui était apparemment plus un bureaucrate qu'un gars du sport, et qui est même allé balancer à Prost ces négociations. Donc là, il y a eu un premier shift de confiance entre Prost et Furio. Donc déjà il y a eu déjà quelques petits problèmes. Et après, ça s'est arrêté, les négociations se sont arrêtées en 90. Et après, il y a eu Portugal. Après, précisément, qu'est-ce qui a fait que ça s'est gâté? Moi, je dirais que c'est un peu les mêmes genres possible. Moi, le truc que je vois, ce sont les intrigues politiques, avec certains qui ont voulu récupérer un peu le leadership, etc. Je crois que Fabio, il a dit qu'au début, quand il a rejoint Ferrari en 89, eh ben, les cadres, ils s'en foutaient un peu de Ferrari, mais quand ils ont commencé à gagner, ils ont commencé à immiscer leur nez en disant ah non, il gagne, il voulait dire que c'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne, et ils commençaient à prendre des décisions qui étaient plus dans leur jus à eux et je pense que là, cette interférence là ont dû un peu déstabiliser la gestion quotidienne de l'équipe. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont commencé par abandonner Prost? Le fait qu'il a commencé à un peu trop l'ouvrir. Et on sait que critiquer Ferrari et commencer à vouloir aussi, on le verra un peu plus tard, diriger un peu l'équipe. Il y a 2 équipes où tu ne fais pas ça, Williams et Ferrari. Et si tu commences à le faire, tu te grilles. Et je pense que c'est ça qui a commencé à griller un peu Prost. Et évidemment, la presse italienne qui avait une immense influence. Voilà. Donc c'est un ensemble de petits facteurs qui ont fait que ça s'est gâté. Mais la 90, c'est encore un autre exemple de but contre son camp de Ferrari, d'un titre qu'ils auraient pu avoir légitimement et qui se sont sabordés d'une façon plus insidieuse par rapport à, je sais pas, 85. Mais voilà, ça rappelle un peu que 2018 où tu avais Sergio Marchionne qui était décédé et il y a eu un shift également entre Arriva Bene et Binotto et tu avais un clan qui était plus pour garder Raikkonen et du coup en faveur de Vettel et un clan qui voulait engager Leclerc. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'on a eu le début de la fin pour Vettel. Faut rappeler effectivement le décès de Monsieur Ferrari en 88. Il n'est pas décédé tragiquement d'un accident de la route dans sa jeunesse, hein. On se doutait que ça allait finir par arriver, donc on préparait déjà la succession, mais ça reste quand même un décès suffisamment percutant pour avoir chamboulé un peu toute la politique interne. Et on peut comprendre un petit peu mieux ces changements que tu as expliqués. Et puis effectivement, le fait que malheureusement, Prost, un peu trop français qu'il est, a tendance à dire ce qu'il a à dire. Mais je trouve ça assez amusant pour Mansell parce que Mansell, quand ils sont comparés à Rosberg niveau pilotage, niveau le pilote Williams par excellence, et niveau un peu tête brûlée et tout ça, et on a eu Rosberg qui a été un équipier modèle qui a aidé Prost Adélaïde à faire le lièvre pour les Williams. Là où Mansell a fait tout l'inverse. Ouais. J'ai envie de parler du Grand Prix du Japon, mais le Grand Prix du Japon 91. Ah Et oui, parce que honnêtement, je pense pas qu'il y ait grand intérêt à commenter le Grand Prix du Japon 90, enfin les non, parce que les 50 premiers mètres. Mais voilà, parce que ça touche plus la rivalité qu'on connaît plutôt que la relation de Prost Ferrari. voilà, le fait est que sur la saison 90, il y a eu une opportunité de titre et 91, c'est une énorme déception. Et moi, j'ai envie de parler du Japon parce que c'est là où tout a cassé visiblement. À moins qu'il y ait eu autre chose dans la saison, si ce n'est que la Ferrari était catastrophique. Mais en fait, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'était un enchaînement de tensions qui ont trouvé leur point d'orgue à Suzuka et ce qui s'est passé ensuite n'était qu'un prétexte pour dire allez, ça suffit. Mais en fait, le mal était déjà fait depuis toute l'année. En fait, Prost a dit il n'avait plus le soutien de l'équipe. Il a dit qu'à l'époque, Ferrari prenait les décisions selon ce que la presse écrivait. Et comme la presse n'appréciait pas ses commentaires, vu qu'il remettait en question les choix techniques de l'équipe, etc.,
Et ben, là, ils remettent en question Ferrari, le moteur, et cetera et tout. Forcément, c'est mal vu. Et ben, il était vu comme le râleur, et cetera et tout. Et Ferrari n'a pas cherché à le soutenir. Et du coup, ben, ça, plus les grèves de Prost, au fur et à mesure, ça a créé des dissensions. Et le point d'orgue était Suzuka. Et ce fameux commentaire, Suzuka, d'ailleurs, il est revenu dans le documentaire. Mais rappelons, il faut encore le dire, je pense, alors, ceux qui connaissent bien l'histoire le savent, mais il faut le redire, il n'a pas dit que sa voiture était un camion. Mais justement, parle-nous de cette histoire, parce que moi, je me régale toujours de l'entendre, parce que à force de l'entendre, tout ce que j'entends, c'est Prost n'a jamais dit ça, Prost n'a jamais dit ça, mais c'est bien sorti de quelque part. En fait, il l'a redit dans le documentaire, c'est qu'il a eu un contact au départ et qui a endommagé sa direction, et elle était extrêmement lourde. Il a quand même réussi à finir 4ème, il a même dit que c'était une de ses meilleures courses parce que sa voiture n'était pas censée finir 4ème. Et quand il a parlé, il a dit qu'il il a expliqué son direction et il a fait une comparaison. Alors, je ne sais plus comment il a formulé, parce que le mot camion a été prononcé. Tracteur, je crois, peut-être. Ouais, là, mais il a dit aussi que sa voiture était aussi lourde qu'un camion ou que il fallait avoir il fallait être un camion. Enfin, la déclat exacte, on ne sait pas laquelle c'est, parce qu'il s'avère que, je vais y revenir parce que c'est assez amusant. Il n'a pas dit que c'était que sa voiture était un camion. Après, la presse italienne a repris les éléments à son compte en disant que Prost a dit que c'était un camion, ce qui était l'élément de trop, et on a profité sur ce prétexte-là pour virer Prost. Prost qui a porté plainte pour licenciement abusif. Et il s'avère que quand ils ont eu une rencontre au tribunal, on a cherché le film de l'interview, ils n'ont jamais pu le retrouver. Ce qui est formidable. C'est amusant. Alors, même si Prost a commencé à y avoir des dissensions ici et là, il voulait quand même aider l'équipe, et du coup, il négociait jusqu'à très peu de temps avant qu'il soit licencié, il négociait pour prendre une place de directeur sportif, pour avoir des responsabilités de directeur en complément de son poste de pilote, un peu comme ce qui aurait pu arriver avec Ligier en 92 d'ailleurs. Donc il y avait ça, et d'un seul coup, boum, il y a eu ce licenciement. Mais, et ça je ne me lasse jamais de le rappeler, c'est que il a été licencié. 15 jours après, le président de Ferrari, il s'appelait Fusaro, a été viré à son tour, remplacé par monsieur Luca Di Montezemolo, qui était déjà impliqué dans les 70 avec Loda et qui est revenu. Première chose qu'il a essayé de faire, Alain, vous pouvez pas revenir s'il vous plaît 15 jours après. Ouais. Comment ne pas mieux illustrer comment Ferrari marchait sur la tête à l'époque? C'est fabuleux. Je trouve ça fabuleux personnellement. Nous avons évoqué des parcours doux amers ou teintés de déception au cours de cet épisode, mais allez savoir, peut-être que nous trouverons plus de réussite dans le prochain épisode de ces champions partis chez Ferrari. Abonnez-vous et retrouvez ces épisodes sur les plateformes de podcast, lien en description. Bisous et à bientôt.